Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis un petit peu obligé aujourd'hui de commencer ce journal par un rappel qui n'a rien de très agréable puisqu'il s'agit de notre tiers provisionnel. Le percepteur attend des nouvelles de vous dans les heures qui viennent. En fait, vous devez envoyer avant ce soir minuit, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi, selon l'expression consacrée. Vous devez envoyer votre chèque ou votre mandat. Passé ce délai, vous devrez payer, comme d'habitude, une amende correspondant à 10% de la somme en question. À part cela, la semaine politique commence par un sondage et aussi par un débat. Je veux parler de l'émission à armes égales de ce soir, qui va opposer M. Robert Buron à M. Raymond Cartier. La discussion devrait être intéressante au lendemain du voyage de M. Pompidou en Afrique. Il s'agira évidemment de l'aide au tiers-monde et de la coopération. M. Robert Buron, il faut le rappeler, avait participé aux négociations avec l'Algérie à Évian. M. Raymond Cartier, lui, a donné son nom à une doctrine de repli financier sur l'Hexagone qu'on appelle le cartiérisme. Comme d'habitude, un sondage de la Sofres est publié à ce sujet. Il faut noter d'ailleurs que ce sondage a été réalisé un petit peu avant le voyage de M. Pompidou en Afrique. Quelques chiffres, si vous le voulez bien, à noter dès maintenant. 44% des personnes consultées pensent que la France devrait maintenir telle quelle son aide aux pays sous-développés. 12% qu'elle devrait l'augmenter, 19% qu'elle devrait la diminuer, 16% qu'il faut la supprimer, et enfin 9% sont sans opinion à ce sujet. Autre question intéressante, la France devrait-elle s'intéresser tout particulièrement aux pays dont la politique étrangère est proche de la sienne? Réponse, oui, 52%, non, 22%. Il y a bien d'autres questions et bien d'autres réponses intéressantes dans ce sondage. L'équipe d'Armes égales vous en reparlera bien sûr dans le détail ce soir sur la première chaîne à partir de 20h30. Pour le reste, en rentrant en France, M. Pompidou a retrouvé des dossiers importants, le dossier social et le dossier du pétrole. Pour ce qui est du pétrole, nous y reviendrons tout à l'heure, et après l'accord de Téhéran, on va sans doute décider mercredi en Conseil des ministres de la date de la reprise des négociations avec l'Algérie. Du côté des conflits sociaux, la semaine commence par une reprise du travail du côté des mineurs de Lorraine. Tous les syndicats ouvriers ont demandé aux mineurs de cesser la grève dès ce matin. Le mouvement avait commencé, vous en souvenez sans doute, le 4 février, en signe de protestation contre la fermeture du puits de Fauquemont qui était prévue pour 1973. Finalement, la direction a accepté de fermer ce puits que début 1975 et par ailleurs, aucune mesure de licenciement n'est prévue. En revanche, la grève se poursuit toujours du côté des mineurs dans deux bassins du Pas-de-Calais. Il s'agit des puits d'Auchel et de Bruay. Ces deux puits sont menacés de fermeture pour 1972 et 1974. Il y a un conflit qui n'est toujours pas réglé. Il s'agit de celui de l'usine Batignolles de Nantes. Malgré de très très longues négociations au cours de ce week-end, on n'est toujours pas parvenu à un accord. Il y a encore eu un meeting ce matin. La grève dure maintenant depuis près de 4 semaines. Cela ne va pas sans poser des problèmes, bien sûr, à l'intérieur même des familles, comme a pu s'en rendre compte Pierre Champetier. Si tu parles le dernier, il faut que tu laisses la clé comme d'habitude, Jean-Marc rentre à 1h. Ouais. Bruno, 4h, Armel, 7h, Lucie, 6h30. Il reste à la cantine des petits. Je ne suis, pour ainsi dire, jamais à la maison. Je me lève comme mon mari à 6h et à 9h, je suis rendue au dépôt de distribution de ravitaillement pour les familles des grévistes. Et l'après-midi, je retrouve les responsables pour savoir ce qu'il faut fournir pour ravitaillement pour le lendemain matin. Alors on téléphone, nous on va chez les fermiers, nous on reçoit des fermiers et on calcule sans arrêt. Depuis 29 jours, les 1650 ouvriers de l'usine Batignolles à Nantes se sont installés dans la grève. Depuis 29 jours, les grévistes comme la direction n'ont pu trouver un terrain d'entente. La dernière entrevue samedi dernier n'a rien donné et l'intersyndicale se réunit ce soir pour décider d'une poursuite éventuelle de l'action. Mais la région nantaise, c'est aussi pour les petits agriculteurs une tradition d'entraide avec les ouvriers. Alors, pour permettre aux grévistes de tenir, les syndicats, les femmes de grévistes et les agriculteurs ont organisé une coopérative pour fournir les familles jusqu'à la reprise du travail. Les produits des fermiers sont redistribués chaque jour selon l'importance des familles. Les producteurs vendent au plus bas prix, en général celui qu'ils pratiquent avec les commerçants. Et puis il y a les collectes. Elles sont faites surtout dans la région à la sortie des usines, mais ce matin des cars de grévistes sont partis de Nantes pour Rennes, Le Mans, Le Havre et Lorient afin de récolter de nouveaux fonds. Depuis le 15e jour de la grève, ces collectes ont permis de redistribuer les 3/4 de leur salaire normal aux ouvriers de l'usine Batignolles.
Des images de notre station de Nantes, en tout cas le personnel de l'usine Batignolles de Nantes aujourd'hui examine à nouveau les propositions de la direction. Pour le reste en France, 2 élections cantonales à noter après ce week-end. Dans les 2 cas, les candidats communistes ont été battus. À Valenciennes-Nord, c'est M. André Gilliard, socialiste, qui a été élu. À Marchiennes, dans le Nord, M. Robert Denevillers, sans étiquette, a été élu. Et puis toujours une certaine tension au lycée Chaptal de Paris à propos du sort de Gilles Guyot, cet élève qui a été condamné à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis, pour avoir participé, dit-on, à la manifestation du Secours Rouge. Ce matin, les élèves et les professeurs du lycée se sont réunis, en présence d'ailleurs du proviseur. Ils envisagent une manifestation pacifique. Gilles Guyot doit, je vous le rappelle, passer devant la cour d'appel vendredi prochain. En attendant, il est toujours détenu. C'est un mot difficile à prononcer, c'est encore plus difficile vraisemblablement de la vivre, cette expérience en Angleterre, en Grande-Bretagne, de la décimalisation. À partir d'aujourd'hui, en effet, les Britanniques doivent s'habituer à une nouvelle monnaie. Le penny n'a plus tout à fait la même valeur. Et quand on pense aux soucis que nous ont donnés, par exemple, et que nous donne encore quelquefois le nouveau franc, on imagine, Maurice Werther, les soucis et les scènes qui ont pu se dérouler ce matin dans certains magasins d'outre-Manche. Ça ne s'est quand même pas trop mal passé pour la première matinée, mais il faut dire que le lundi n'est pas grand jour d'achat pour les Britanniques, c'est surtout le jeudi et le vendredi que les ménagères font leurs provisions, ce qui donne quelques jours de répit. Il faut dire aussi que l'affaire était soigneusement préparée depuis 3 ans. Je vous rappelle que la livre vaut désormais 100 pence et non plus 240. Le shilling de 12 anciens pence disparaît. Il a fallu frapper de nouvelles pièces. Changer tout le système des caisses enregistreuses et des distributeurs automatiques. Les banques n'ont rouvert que ce matin, après 4 jours de fermeture, pour mettre la dernière main aux préparatifs. La conversion des chèques rédigés en LSD, oui, LSD signifie livre, shilling et pence, cette conversion est un des points délicats. Lord Fisk, le grand patron de toute l'opération de décimalisation, est allé lui-même, en avant-première, acheter un billet de chemin de fer à la gare de Houston, où le nouveau système était mis en vigueur dimanche. Là aussi, tout s'est bien passé, sauf que, paraît-il, Lord Fisk s'est un peu trompé entre ses nouvelles et anciennes pièces de monnaie. La République d'Irlande du Sud suit aujourd'hui le mouvement, comme le Malawi, les îles anglo-normandes, la Nigeria, la Gambie et l'île de Man. La Nigeria, la Gambie et Malte plus tard cette année. Quelques vigoureuses querelles en perspective, s'il y a des erreurs, chez les Irlandais réputés irascibles. Sur la scène internationale, toujours le pétrole. Je vous disais tout à l'heure que les négociations franco-algériennes allaient vraisemblablement reprendre très bientôt. Il faudra attendre pour cela les décisions du Conseil des ministres de mercredi. Il faudra peut-être aussi attendre la réunion de l'Algérie et de la Libye cette semaine, qui doivent débattre du prix du pétrole en Méditerranée. L'Arabie saoudite et l'Irak, d'ailleurs, doivent se joindre à ces conversations. En tout cas, il est probable qu'au bout du compte, l'essence coûtera un petit peu plus cher, vraisemblablement 2 ou 3 centimes par litre. Une journée déterminante pour Reggio de Calabre. C'est aujourd'hui en effet que les membres du Conseil régional devront se prononcer définitivement sur le choix du siège de leur assemblée. C'est en effet ce problème qui a provoqué les incidents parfois très violents de Reggio de Calabre. Au départ, on peut presque parler d'une querelle de clochers entre Reggio et Catanzaro. Hier encore, vous les voyez sur ces images, des émeutiers ont attaqué la police avec des bombes incendiaires. Les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants à l'aide de grenades lacrymogènes. 300 jeunes gens qui manifestaient malgré l'interdiction ont été interpellés. Cette fois-ci encore, il y a eu de nombreux blessés de part et d'autre. À Rome, d'ailleurs, le président du Conseil, M. Emilio Colombo, a rappelé à l'ordre les élus locaux qui s'étaient opposés au plan gouvernemental de partage des responsabilités dans les 2 villes. Jour J donc pour Reggio de Calabre, on saura à quoi s'en tenir, du moins les habitants de Reggio de Calabre sauront à quoi s'en tenir d'ici la fin de cette journée. 34 personnes finalement ont trouvé la mort dans l'accident de chemin de fer de Yougoslavie. La catastrophe s'est déroulée dimanche matin et la malchance a voulu que le feu prenne à bord de la locomotive alors que le convoi se trouvait sous un tunnel, ce qui forcément a aggravé les choses. Il y avait 200 voyageurs à bord du convoi qui s'est trouvé du coup immobilisé en pleine obscurité. Très rapidement, l'incendie a gagné les wagons, il y a eu un mouvement de panique, la plupart des victimes ont été intoxiquées par l'oxyde de carbone.
La fumée était d'ailleurs tellement dense qu'elle sortait de chacune des deux extrémités du tunnel, qui est pourtant long d'1,5 km. La chaleur était telle également que les rails ont été déformés et que la circulation est encore interrompue aujourd'hui sur la ligne. Le nombre des victimes aurait d'ailleurs pu être beaucoup plus élevé. Les sauveteurs sont intervenus très rapidement. Ils étaient munis de masques de mineurs. La plupart des victimes étaient des ouvriers de la scierie de Zenica qui revenaient de leur travail. En France, pendant ce week-end, c'est une violente explosion qui a secoué tout un quartier de la commune d'Exincourt, à quelques kilomètres de Montbéliard. Une fois de plus, il s'agit d'une explosion due à une fuite de gaz. De ces ruines encore fumantes, les pompiers auraient dû retirer 3 cadavres. Cela se passait hier matin à Exincourt, dans le Doubs. Mais fort heureusement, M. et Mme Kinowski et leur fille, âgée de 12 ans, étaient partis la veille au soir dans leur famille en Lorraine. De leur maison et de leur épicerie, sise au numéro 10 de la rue des Mines à Exincourt, il ne reste que cette vision d'apocalypse. Apocalypse, en effet, que cette explosion qui a totalement ravagé un immeuble de 2 étages et brisé vitrines et toitures à 300 mètres à la ronde. La cause de ce sinistre, qui aurait pu être dramatique, une conduite de gaz qui alimente Exincourt et dont la vétusté avait déjà été constatée il y a 2 ans. Ces 3 hommes que vous voyez derrière moi s'appellent James Irwin, David Scott et Alfred Worden. Ce sont les 3 membres d'équipage de la prochaine mission Apollo, c'est-à-dire la mission Apollo 15. On commence déjà bien sûr à y penser. La grande nouveauté, ce sera cette fameuse Jeep lunaire que vous voyez ici, mais la mission sera sensiblement différente tout de même de celle d'Apollo 14. Jacques Tiziou nous présente d'ailleurs la suite de ce programme Apollo américain. Cette image, vous l'avez reconnue. Bien sûr, il s'agit de l'intérieur d'une capsule Apollo. Ce n'est pas très volumineux, mais les astronautes disposent quand même d'un volume comparable à celui d'une grosse voiture américaine. En fait, le vaisseau paraît beaucoup plus grand qu'il ne l'est réellement lorsqu'il est photographié avec les caméras à grand angle qui sont utilisées dans l'espace. On croit toujours que tous les vaisseaux Apollo sont exactement les mêmes. En fait, il y a des milliers de modifications d'un vaisseau à l'autre. Il y a eu des milliers de modifications entre Apollo 7 et Apollo 8, et il y en a eu des milliers entre Apollo 13 et Apollo 14. Il y a eu 3 générations de vaisseaux. Avec Apollo 14, c'est la 2e génération qui s'achève. Une nouvelle génération va naître avec Apollo 15. Pour cette génération de vaisseaux améliorés, peu de changements dans le module de commande, c'est-à-dire dans cet habitacle. Les principales modifications, nous allons les voir sur le module de service, c'est-à-dire la salle des machines. Nous avons donc ici la salle des machines d'Apollo. Rappelez-vous, cette salle des machines, c'est une espèce de gros gâteau découpé en 6 tranches. Celle-ci a été modifiée pour Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17, les 3 prochaines missions lunaires. Que se passe-t-il? Lors de toutes les missions précédentes, l'une des baies, l'une des parties de gâteau, était restée complètement vide, elle n'avait pas servi. Le matériel amélioré, permettant d'emmener une charge utile supérieure vers la Lune, permet désormais, pour les dernières missions, d'équiper cette tranche de gâteau, de mettre des tas d'équipements qui vont servir sur la route de la Lune et autour de la Lune. Dans cette tranche, en commençant par le haut, vous avez d'abord les réservoirs d'oxygène et d'hydrogène. À la suite de l'accident d'Apollo, on a rajouté un réservoir d'oxygène. Ce réservoir est tout à fait au sommet de la section. En dessous commencent les expériences proprement dites, avec des caméras destinées à faire de la cartographie lunaire. Les 2 caméras sont là en haut. Il faudra récupérer les films. Pour ça, les astronautes sortiront dans le vide. Grâce à ces poignées, pourront se guider jusqu'à la porte, extraire les films, les changer, ramener les nouveaux films à bord, mettre des films vierges et ainsi de suite. En dessous, une nouvelle caméra, énorme celle-là. Ici, un simple appui-pied qui sera pour les astronautes de façon à pouvoir travailler sans aucun problème, sans aucun effort dans le vide. En dessous, quelque chose de particulièrement intéressant, un petit satellite. Il sera extrait de cette boîte sur orbite lunaire et abandonné à son sort. Ce petit satellite, qui est un sous-satellite d'Apollo, servira à mesurer le champ magnétique lunaire ainsi que les particules autour de la Lune. Encore en dessous, des spectromètres. Un spectromètre de masse, un spectromètre à rayon gamma et un spectromètre rayon X. La première mission Apollo vers la Lune qui aura ce genre d'équipement sera donc Apollo 15 dès le mois de juillet prochain. 2 autres missions sont prévues l'an prochain.
Apollo 16 dès le mois de janvier et Apollo 17 en juin. Au cours de ces 3 missions, une autre chose intéressante qui ne regarde pas le module de service, c'est-à-dire la salle des machines, ni le module de commande, il s'agit du module lunaire qui embarquera dans l'une de ses soutes la Jeep lunaire. Dernier vol, c'est-à-dire Apollo 14, on sait avec quelle minutie, avec quelle précision les cosmonautes ont réalisé cette expérience. Eh bien, ils ont oublié un film sur la Lune, et pas n'importe quel film, l'un des plus importants, puisqu'il s'agit du film montrant les 2 astronautes à leur retour du cratère du cône. Vous voyez, quelquefois, on peut perdre aussi un tout petit peu la tête lorsqu'on est sur la Lune. Du nouveau, à propos de Concorde, c'est une dépêche qui est arrivée d'ailleurs assez peu de temps avant le début de ce journal. Le chef pilote du prototype britannique du Concorde a révélé que les 2 prototypes de l'avion se trouvaient pour l'instant immobilisés, et cela jusqu'à la moitié du mois de mars par suite d'ennuis de moteur. Il a précisé qu'au moment d'un vol récent, une petite partie métallique provenant de l'un des moteurs s'était détachée, était tombée dans l'océan Atlantique, et à la suite de cet incident, les constructeurs procèdent à des modifications sur les 2 prototypes. Ceux-ci devraient pouvoir être de nouveau en mesure de voler à la mi-mars. On était un petit peu inquiet au cours de ces dernières heures sur le sort du guide français René de Maison. En compagnie d'un autre alpiniste, il tente en effet depuis jeudi une première sur la face nord des Grandes Jorasses. Des nouvelles plus rassurantes sont venues ce matin. Avec le retour du beau temps sur le massif du Mont Blanc, l'accordé a pu reprendre son ascension. Cela nous amène tout naturellement à notre hebdomadaire du lundi, c'est-à-dire au sport, Hebdo-Sport, que nous présente Patrick Chapuis. Bien avant de passer à l'actualité sportive, de tristes nouvelles. L'équipe de rugby de Lannemezan est en deuil. En effet, 2 de ses joueurs sont morts cette nuit dans un accident de car. Il s'agit de Gérard Pérou, le pilier de Lannemezan, et de Michel Ducomps, demi de mêlée. Cet accident a eu lieu près de Saint-Gaudens. Il a été causé par le brouillard. D'autre part, nous apprenons la mort cette nuit de M. Raymond Aka, qui fut pendant 35 ans le secrétaire général de l'Automobile Club de l'Ouest. C'est donc un homme qui avait beaucoup contribué au renom des 24 heures du Mans. Comme d'habitude, nous faisons donc ce matin le point sur le week-end sportif d'hier. Tout d'abord, le football avec le championnat de France et un match étonnant, un match comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps. Ce match a opposé Nantes à Nancy, 7 buts marqués, une cascade d'incidents et de malchance absolument invraisemblable. Au coup de sifflet final de l'arbitre M. Bancourt, le tableau d'affichage indique le score de 7-0 en faveur du FC Nantes. La partie a pourtant bien débuté, les Nantais jouent à gauche sur votre écran et les 2 équipes pratiquent un football vif avec des attaques bien construites. Pourtant, à la 3e minute, l'arrière-gauche Zénier détourne dans les buts de Nancy un centre de Courtin, donnant ainsi l'avantage aux Nantais. 6 minutes plus tard, à la suite d'un 1-2 entre Levavasseur et Courtin, ce dernier inscrit un 2e but pour les Canaries. Il y a 13 minutes que l'on joue, survient alors le premier incident du match. En voulant stopper Mas, Borgeny et Voltrager se télescopent. On entend le bruit d'un os qui se brise, les 2 hommes sont à terre. Bilan jambes cassées, un hématome à la hanche et rein touché. Les 2 arrières de Nancy sont emmenés au CHU de Nantes et Vibert fait sa rentrée. Les Nancéens ne jouent plus qu'à 10. La partie reprend et 3 minutes plus tard, on assiste au même scénario. Sur un centre de Blanchet vers Mas, le gardien de but Kraft et son ailier droit Dublin se précipitent. Mas les évite, nouveau choc. Dublin, en voulant dégager, atteint violemment son gardien à la mâchoire d'un coup de genou. Le malheureux Kraft perd connaissance et doit à son tour quitter le terrain. La malchance s'acharne sur Nancy, une équipe courageuse réduite à 9 joueurs. Ils obtiennent pourtant un penalty tiré par Bernard Lèche, leur capitaine, mais Fouché, qui a bien anticipé l'action, stoppe le ballon. Zénier a remplacé son gardien et Mario, l'ailier gauche nancéen, va détourner dans les buts de son équipe un centre de masse, 3-0. Ce n'est pas fini. 2 minutes plus tard, Mas, encore lui, va lober Zénier et inscrire le 4e but. La mi-temps est proche, mais Mario va accrocher Blanchet par le maillot. Et c'est un penalty tiré par Pêche et transformé. La mi-temps est sifflée sur le score de 5-0.
La plus grande partie de cette seconde mi-temps va se dérouler dans les 22 mètres nancéens. Le jeu a perdu tout intérêt, les Lorrains jouent à 8 défenseurs pour un attaquant et les Nantais, traumatisés par les malheurs de leurs adversaires, n'appuient pas leurs actions. Pourtant, Pêche et Kervarek vont aggraver le score déjà lourd. Décidément, pour la reprise du championnat, c'est une rencontre que l'on n'est pas prêt d'oublier. Eh bien, dans ce championnat de France de football, il semble que la date du 6 mars sera vraiment cette date décisive que nous attendons, car ce jour-là, Marseille et Saint-Étienne doivent se affronter. Marseille et Saint-Étienne qui sont toujours ex-aequo en tête du championnat, puisque les deux équipes hier ont fait match nul, Marseille avec Nîmes 2-2 et Saint-Étienne avec Besançon 1 partout. Reportage de notre station de Besançon. 16 600 spectateurs se pressaient hier après-midi sur les gradins du stade Bonal à Sochaux pour voir jouer les champions de France en puissance stéphanois à droite et en short blanc sur votre écran contre l'équipe locale à gauche short son. La première mi-temps fut dans l'ensemble équilibré et on assista à un football agréable, certes, mais surtout à de nombreuses occasions perdues. Au sein de l'équipe sochalienne, Georges Lège jouissait d'une totale liberté de manœuvre et chercha à distribuer le ballon, mais le partenaire démarqué n'était pas toujours en position de tir. 0-0, c'était le score à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Sochaux maintenant à droite appuie sur l'accélérateur et accule les Stéphanois sur leur but. Cependant, la marque est toujours vierge et il faudra attendre que le Grand Lèche, la crinière au vent, vienne donner le coup de fouet final. Voici d'ailleurs cette action. Au ralenti, le but est encore plus beau. Nous étions à 12 minutes du coup de sifflet final et les nombreux supporters sochaliens pouvaient alors croire à la victoire. Mais c'était ne pas croire dans les ressources de l'équipe florésienne qui se réveilla par Bosquier, l'ex-sochalien qui d'un tir de 20 mètres devait surprendre Batman, le brillant gardien franc-comtois. 1-1, il restait 2 minutes de jeu. 2 minutes qui seront longues pour les sochaliens car Keita mettra en difficulté la défense locale. Mais ce but de Keita sera refusé pour hors-jeu. Hors-jeu qui, comme vous pouvez le voir, était très douteux. En conclusion, un fort beau match prometteur pour les deux équipes. Bien sûr, il s'agissait du match Saint-Étienne-Sochaux. Les hommes forts maintenant. Vassili Alexeyev a fait parler beaucoup de lui ce week-end, mais il n'y a pas que Vassili Alexeyev. Et nous allons parler avec Marcel Paterny, qui fut recordman du monde du développé en 59 et qui est aujourd'hui entraîneur national de ces hommes forts. Mais auparavant, je vous propose de regarder un reportage de Pierre Fula, qui est lui-même un haltérophile, puisqu'il a été recordman de France dans la catégorie des poids légers, des poids plumes, pardon. Être fort, c'est l'une des qualités fondamentales de l'haltérophile. Mais l'évolution de la technique a pris le pas sur la puissance. Les haltérophiles ne sont plus les leveurs de fonte du passé, qui évoluaient sur les places publiques, mais des athlètes remarquablement équilibrés, capables de réaliser des performances surprenantes. Ces hommes forts sont souples, rapides et volontaires. Voici le soviétique Kolotov, champion du monde des lourds légers qui exécute, sous vos yeux, un développé à 180 kg. Mouvement de force par excellence, le développé a lui aussi subi une évolution. Voici de profil le même exercice et vous constaterez que la souplesse de rein est accentuée. Vassili Kolotov a battu le record du monde. Et voici maintenant le plus beau peut-être, le plus élégant en tout cas, des 3 mouvements en haltérophilie, l'arraché à 2 bras exécuté par Pierre Gourrier, recordman de France, qui a obtenu une médaille d'argent au championnat du monde. Ici, la détente et la souplesse jouent un rôle capital. Mais il arrive aussi que les tentatives soient vouées à l'échec. Regardez, Aimé Terme, recordman d'Europe dans cette discipline, va sous vos yeux se blesser au coude pour avoir résisté trop longtemps à une charge en déséquilibre.
Avec le soviétique Gennady Ivanchenko, c'est la pureté du style, l'efficacité et aussi une ligne harmonieuse. 185 kg en mi-lourd, cet athlète ne pèse que 82,5 kg. Il a battu aussi le record du monde de l'arraché. Mais quel contraste aussi avec la masse impressionnante de ce colosse soviétique, Vassili Alexeyev. Ici, face au public, seul contre lui-même et ses fabuleux records. Phénomène, force de la nature, cet ancien bûcheron de la région de Ryazan a conquis la capitale. Son gabarit assez exceptionnel, 1,87 m pour 143 kg, lui permet de posséder une force encore insoupçonnée. 177,5 kg, c'est le nouveau record du monde. Mais le voici, Vassili Alexeyev, contre les 230 kg à l'épaule jetée, la plus lourde charge soulevée par un être humain sur notre planète. Suivez cette préparation, c'est un spectacle. Nouveau record du monde, 230 kg à l'épaule jetée. Alexeyev est heureux, mais où s'arrêtera-t-il? Marcel Paterny, vous avez été aussi recordman en 59, vous êtes maintenant entraîneur national. Mais ces prouesses d'Alexeyev qui frappent beaucoup de public, est-ce que vous, en tant qu'haltérophile, vous les considérez du même œil? Non, il est bien évident que ce sont des performances extraordinaires, les qualificatifs ne manquent pas. Mais pour nous, spécialistes, nous sommes conscients d'un certain rapport. Et dans d'autres catégories, comme vous avez pu voir, notamment avec Ivanchenko, c'est un homme normal, disons, il mesure 1m70, 82 kg, et arrive tout de même à faire 190, 193 kg ou 195 kg à l'épaule jetée. C'est tout de même très remarquable. Et par rapport à son poids de corps, c'est nettement mieux, disons, que les performances d'Alexeyev. C'est ça, mais alors cette progression impressionnante d'Alexeyev, dont on parle beaucoup, il est passé, je crois, en un an de 595 kg à 625 kg au total olympique. On l'attribue à l'entraînement, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments? On parle d'une véritable chimie de l'haltérophile. Oui, il est bien évident qu'il y a d'une part l'entraînement physique. Il y a certainement eu, disons, un apport scientifique dans cette préparation des athlètes et notamment d'Alexeyev. Mais je crois que nous sommes insuffisamment informés sur la chose pour être certains du fait. Il y a certainement quelque chose. Mais d'autre part, il y a également un facteur qui est très important à mes yeux, c'est la préparation psychologique. Et les soviétiques l'ont prouvé encore au Mémorial Gendarme. Leur comportement sur le plateau était vraiment digne d'athlètes bien équilibrés et bien préparés. Je vous remercie, Marcel Paterny. Si vous voulez, nous allons suivre maintenant le calendrier de la semaine qui va vous présenter les principaux événements de cette semaine à suivre. 5, 4. Le calendrier de la semaine sportive qui commence est moins riche que les précédents. Aujourd'hui, lundi, rien de spécial à signaler, mais dès demain, mardi, les championnats de France de ski nordique commencent à Autran. Mercredi, départ du Rallye de Suède, un festival pour les spécialistes de la neige et du verglas. Du football aussi, avec Angleterre, France amateur à Dulwich, et 2 matchs de Coupe de France de football à rejouer, Metz-Strasbourg et Bordeaux-Grenoble. Jeudi, Coupe d'Europe de basket avec Prague-Antibes, mais Antibes, avec 6 points de handicap, n'a plus guère d'espoir. Tennis, à Lyon, avec les championnats internationaux sur court couvert. Vendredi, de l'escrime au stade de Coubertin à Paris. Tournoi France-Italie, Hongrie, Roumanie. Et samedi et dimanche, le challenge René Bonal, toujours à Coubertin. Grand Prix de Paris également de gymnastique au gymnase Huygens. Handball à Paris. Le PUC joue sa qualification contre Dijon, le leader. Et naturellement, pendant tout ce week-end,
championnat de France de football et de rugby à 15, et aussi reprise du ski à Sugarloaf aux États-Unis. En ce début de semaine, je suppose, Michel Tardieu, à la Bourse de Paris, qu'on doit parler beaucoup du pétrole et de l'accord de Téhéran, non? Oui, bien sûr, le pétrole reste la une de l'actualité boursière, et je dois dire qu'il ne suffit pas à faire que la bourse soit bonne. Je me demande même si votre colosse russe, Alexeïev, réussirait à arracher la bourse de Paris de son apathie et à son cours. En tout cas, tout ça... Une première conséquence c'est bien sûr que le ravitaillement de la France ne s'arrêtera pas, parce que d'une part, 45% de son pétrole vient du Moyen-Orient, et parce que d'autre part, si les Algériens se montrent intraitables, les compagnies internationales ne manqueront pas. Il y a une autre certitude, c'est que les prix vont monter. L'accord de Téhéran entraîne une hausse de 20% à peu près du pétrole au départ des ports du Golfe Persique, une hausse de 15% dans les raffineries françaises et probablement au niveau des pompes à essence pour les automobilistes une hausse de 2 à 3%. Mais surtout une hausse des fuels. Et cette hausse des fuels, bien sûr, aura des répercussions pour toute l'industrie. Vous voyez là quelques pétroles. La française de raffinage est en baisse, mais la française des pétroles, elle, est plutôt en hausse. Tout à l'heure, elle gagnait un peu de terrain. Mais il y a une valeur vedette au pétrole, c'est Petrofina. Petrofina qui est reparti de plus belle. Vous allez voir Petrofina, Petrofina est un petit peu caché par la barre, mais vous voyez qu'on cotait 445 vendredi et qu'on a coté successivement aujourd'hui 449,90 et 460,50. La hausse des prix du pétrole aura une conséquence industrielle, c'est évidemment d'accélérer l'équipement en électricité nucléaire dans la plupart des pays, puisque l'énergie d'origine nucléaire devient beaucoup plus compétitive avec la hausse de l'énergie d'origine pétrolière. Et c'est une bonne nouvelle pour toutes les sociétés qui sont intéressées à la construction de centrales nucléaires. Cette hausse des prix du pétrole va bien sûr contribuer à développer l'inflation, les tensions inflationnistes qu'on observe dans le monde entier. Et si l'inflation est parfois redoutable pour tout le monde, elle a aussi suscité de temps en temps l'intérêt des boursiers et même un certain sentiment pour elle. Les boursiers ont constaté que dans le temps, le marché avait tendance à monter quand l'inflation se développait. Eh bien, cette fois-ci, ils sont beaucoup plus prudents parce que le marché américain a montré l'an dernier que même dans une ambiance d'inflation, Wall Street pouvait s'effondrer. Alors cette fois-ci, les spécialistes disent beaucoup plus prudemment que si l'inflation continue de se développer, les marchés boursiers pourront, eux, monter, à condition que les cours de l'argent, eux, ne montent pas trop, à condition que les taux d'intérêt ne remontent pas. Pour l'instant, ils ne montent pas. Au contraire, aux États-Unis, les banques continuent à abaisser leur taux d'escompte, qui est revenu en 3 mois de 6 à 4,3 Et ce mouvement de baisse des cours explique que Wall Street soit très bon. Vous avez vu qu'on a battu des records de hausse la semaine dernière et qu'on a battu surtout des records d'activité. Il faut bien dire d'ailleurs que cette activité très grande qui existe à Wall Street n'est pas facile à analyser parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où le banquier new-yorkais est optimiste et celui où le paysan du Texas le devient à son tour. Et il est très possible qu'en ce moment, il y ait un certain relais qui se fasse aux États-Unis des grands investisseurs institutionnels par la petite clientèle. Autrement dit, les investisseurs penseraient qu'il est temps de prendre leurs bénéfices au moment où le public arrive. Ici, la Bourse de Paris, à vous Jean-Michel Desjeunes. Ainsi se termine Télémidi, je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas le tir provisionnel avant ce soir minuit. Passez quand même une bonne journée.